Rappelez-moi votre prénom. Béatrice. Donc Béatrice, je serais pour la très heureuse de traduire vos questions. Nous allons évidemment commencer par quelques questions à Ben Wheatley. D'abord, pour certains d'entre vous, vous ne vous y attendiez évidemment absolument pas à voir un tel film. C'est vraiment ce qu'on appelle une ciné-expérience, on est d'accord, hein, franchement. Because some of your guests here tonight had not a clue what they were about to see. So I think, well, this was really, I guess, what you could call an experience. All right. You're already taking freezing frames, all right. Well, Ben, first question, of course, you read a ballad science fiction novel few times earlier in your life and later on. I mean, I would like to know what different takes maybe you had on the novel, and also what was so important to you in High Rise to make it something you were passionate about to bring to the big screen. Voilà, Ben Wheatley a lu High Rise, évidemment le roman culte de science-fiction de Ballard, quand il était adolescent. Il a relu beaucoup plus tard. Je voulais savoir d'abord s'il avait eu la même vision de High Rise à ces deux moments de sa vie, et aussi ce qu'il a évidemment passionné dans High Rise pour qu'il ait envie d'apporter ce film barré, tiré d'un roman barré. I first read the book when I was a teenager, and it was part of a kind of a series of books that were like an entree into the avant-garde and into the counterculture that included Burroughs' Naked Lunch and Fear and Loathing in Las Vegas, and basically around the same period I'd listened to Jimi Hendrix for the first time, and done a load of Cheap Speed and smoked dope and all this kind of stuff. So it was kind of, as a teenager, it was more of a, I was more interested in the sex and violence in the book than I was anything else. But as a kind of slightly portly 40-year-old man with a child, when I reread the book, I was the thing that interested me mainly was the way that unfortunately Ballard seemed to have, from 1975, predicted a lot of the problems that we have now, and foreseen a lot of stuff. So particularly the kind of separation between the rich and the poor, and our reliance on technology. Sorry, that's so long. Alors en fait voilà, c'est vrai que j'ai d'abord lu High Rise quand j'étais ado. Ça faisait partie un petit peu de ma façon d'entrer dans le mouvement et de comprendre un petit peu le mouvement avant-garde et puis tout ce qui était la contre-culture de l'époque. Je lisais Le Festin nu de Burroughs, ou bien Fear and Loathing in Las Vegas. J'écoutais aussi pour la première fois du Jimi Hendrix. Je testais évidemment toutes sortes de drogues. C'était l'époque, donc ado pour moi, High Rise c'était la violence et le sexe. Et puis à 40 ans, donc un peu plus vieux, un peu plus gros et avec un enfant, eh bien je me suis dit, mais voilà, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout cela, mais c'est hélas la façon dont Ballard avait vu dès 1975 finalement ce qui allait se passer, avait prédit beaucoup de choses qui sont arrivées depuis, entre autres évidemment la séparation cruelle entre les riches et les pauvres, et aussi la façon dont nous, êtres humains, allons bientôt être finalement presque les esclaves de la technologie actuelle. When you always said that you wanted to be true to Ballard when you adapted his work to the screen, but I was wondering then, what is true to Ballard? And see, no dope, but good beer. Alors, your High Rise, what was true to Ballard, but what is also true of Ben Wheatley? Voilà, il a toujours dit, quand il a décidé d'adapter ce roman, grâce à Jeremy Thomas d'ailleurs, qui est, comme je vous l'ai dit ici, un immense producteur, eh bien il a toujours dit, voilà, je veux rester fidèle à Ballard. Et donc je lui demandais, ben voilà, dans ce film que vous venez de découvrir, finalement, qu'est-ce qui est ballardien, mais qu'est-ce qui est aussi Ben Wheatley? I mean, Amy Jump is the screenwriter and editor on this film, and also I'm married to. I think we approach the book in terms of, like, if you're going to adapt a book, there's no kind of point in ripping it a new arsehole and completely changing what it is. And we wanted to be as true to the book as we could within the, without making a movie that was 5 hours long. So some stuff was kind of omitted, but for mainly the time. So we were as true to the book as we could be. But also what the film means to me,
being born in 1972, it was a way I could look back at kind of that period, and you know, I would have been one of the smaller children in the tower block, I guess, and Lang and Wilder and Charlotte were around the ages of my parents, so it's a way of looking back at that generation, having the luxury and being able to retrospectively see how it all actually played out. I mean, it's kind of interesting that the fact that the book is a book written in the past about the future, but we now exist in a future far beyond the predictions of the book. So it's at the same time a period piece, a 70s movie, but it's also a futuristic film and a science fiction film. C'est vrai, d'abord, évidemment, il n'y a pas que moi, puisque là, il y a Amy Jump qui est d'une part ma femme, mais aussi qui a écrit des scénarios, qui a en partie monté le film. Donc c'est vrai que lorsque nous l'avons tous les deux adapté, surtout elle, eh bien, on s'est dit mais ça serait complètement ridicule de tout changer. Donc autant rester fidèle à un livre qui est formidable. Alors bien sûr, on n'a pas tout gardé, sinon le film aurait fait à peu près 5 heures. Mais on a évidemment voulu rester vraiment proche de l'esprit de Ballard et surtout ne pas le trahir. Mais surtout, à un niveau plus personnel, ce que ça signifiait pour moi, je suis née en 1972, donc cette époque, donc les années 70 dont traite le film, eh bien m'a évidemment interpellée et m'a touchée parce que finalement j'aurais pu être un de ces jeunes enfants dans une de ces tours décrites justement par Ballard, et finalement mes propres parents avaient à cette époque-là à peu près l'âge que Lang et Charlotte ont dans ce film. Donc j'avais un peu ce plaisir et ce luxe un peu de ce regard porté sur cette époque qui m'était à la fois familière mais enfin, qui était à travers le prisme de Ballard. Et ce qui était intéressant justement dans ce prisme, c'est que Ballard parlait d'un passé mais également d'un futur proche. Et ce qui est intéressant aujourd'hui dans ce film, c'est que j'ai voulu à la fois montrer les années 70, donc le passé, mais en même temps un prisme futuristique, évidemment, et puis mêlé au genre de la science-fiction. Well, when you just mentioned about Amy, obviously your wife, partner in crime, writer, editor, I would like to know what is really the synergy between the two of you, because I mean the writing is pretty bold, sexy. I mean, who is the most extreme or the most maybe irreverent of you two, and how do you work together? Évidemment, les relations entre la scénariste et lui-même, qui est sa femme et sa partenaire depuis très longtemps. A film I like to think about is Death Trap, I think it is, which is Michael Caine and Christopher Reeve. And in that movie they have they're writers and lovers, and they have typewriters together on a table and they collaborate between each other, throwing words backwards and forwards, you know, finishing each other's sentences, that kind of thing. And that's exactly not how our relationship is. So when Amy writes a script, what happens is that particularly with High Rise, I took the book off the shelf and said, I think we should do this. She then took it away and wouldn't talk to me till it was finished. And I had no input into the script at all, really. And when we collaborate together, as we have done on other movies, what would tend to happen is that she would take my script and tell me to write it. And then depending on how much she'd rewritten it, I would take my name off it, or I'd keep my name on it. So, for instance, Kill List is some of my writing left behind. Field in England is none of my writing left behind. So yeah, that's kind of how we work, and that's when you live in a house with someone who's a writer and you profess to be a writer as well, there's nothing more crushing than having a really good writer in your house with you. And you just have to, you know, we've been together since we were 17, so this kind of bruising collaboration has been going on for a long time, so I'm kind of used to it now. Right. Alors c'est vrai que si vous avez vu Death Trap avec Michael Caine et Christopher Reeve, eh bien on a là évidemment un exemple de scénaristes et d'écrivains qui sont sans arrêt en train de se renvoyer des répliques, de penser à des choses. Chacun finit les phrases de l'autre. Alors avec Amy, c'est pas du tout ça. Elle écrit, en général. Surtout pour High Rise, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu ce livre sur une étagère chez moi, qui évidemment m'a tout de suite rappelé mes lectures, et je lui ai donné. Elle l'a pris, et pendant toute l'écriture du scénario, eh bien, on ne s'en est pas du tout parlé. En fait, en général, lorsque nous collaborons, ce qui nous arrive très souvent sur mes films, je précise pour ceux qui n'ont pas la chance, le bonheur d'avoir vu les précédents films de Ben Wheatley, c'est son 5e film High Rise, et je vous recommande
tous les autres, ils sont tout aussi barrés. En général, ces scénarios, voilà, quand elle voit le travail que fait Ben, elle les reprend, elle les réécrit, et donc Ben décide à la fin si oui ou non il aura au générique son crédit de scénariste ou pas. Par exemple, c'est ce qui passait avec Kill List ou bien Ferdinand England, Révolution anglaise en français. Et en fait, vous savez, quand on a chez soi deux écrivains, deux scénaristes, c'est toujours très embêtant d'en avoir un qui est bien plus brillant que l'autre. Ça fait on est ensemble depuis qu'on a l'âge de 17 ans, donc on se connaît bien, et cette collaboration à la fois merveilleuse mais parfois un peu peut-être masochiste, c'est ce qui marche chez nous. Alors justement, d'ailleurs, dès que vous avez des questions, n'oubliez pas, c'est votre rencontre aussi avec Ben Weekley. N'hésitez pas, vous voyez, on peut parler de tout. Donc s'il y a des questions... Ah, il y a déjà des questions, oui. Question. Saying that anytime they want, it's their time. Bonsoir, déjà bravo pour votre film. Je voulais savoir, donc l'histoire se passe en 75. Je voulais savoir si à un moment vous aviez pensé à l'intégrer à notre époque, et pourquoi pas avec les technologies actuelles, tout ça. Et ma deuxième question, je voulais savoir si vous aviez vu ou lu Snowpiercer, et si ça avait influencé votre travail sur le film. Well, I mean, this is a two-part question. I mean, it takes place in the 70s, more precise, in 75. Did you ever think of adapting it to our days with up-to-date and technical, advancement that we have nowadays? And the second part of the question is, did you ever see Snowpiercer and it did inspire you? I've never seen Snowpiercer, and I hear that Snowpiercer is high-rise in a train. Voilà, donc il n'a jamais vu Snowpiercer, mais d'après ce qu'on lui a dit, c'est High Rise, mais dans un train. I believe Snowpiercer was written in 1985, it was 10 years after, so it would have been a reference back. So, what was the other question there? Alors c'est about, did you ever think of transposing it today, and including today's technologies? The problem fundamentally with today's technology is social media, and the fact that that in the book they hide away in a space and get on with their own personal kind of anarchy. And if that was to happen now, someone would immediately tweet it or put it on Instagram and say #lol eating a dog, and would completely fuck the book. So that was one of the reasons that it wasn't going to work. But then the other one is that the idea that, I think there's a rough and tumble in an adaptation of a book, and I think to update it to today would have broken and rubbed off most of the edges of what's interesting about the book in the first place. And also I think that there's a position why you have period movies and why you have science fiction movies is that you don't necessarily want to see stuff about now, because now is kind of dull. And also it feels too much like the film would feel like it was pointing the finger at us, rather than giving you a kind of like a buffer to think about it, to fall back from it. And I think that's basically the role of the period film and the role of the science fiction movie, is to kind of reshuffle the questions about now, but put them with enough of an air gap so that we don't feel like we're being hectored or shouted at. Alors en fait c'est vrai, donc juste pour terminer pour Snowpiercer, en fait il faut pas oublier que Snowpiercer ça a été écrit en 85, donc en fait c'est eux qui ont plutôt copié sur High Rise et pas le contraire. En ce qui concerne évidemment pourquoi ne pas l'avoir adapté à aujourd'hui, eh bien c'est surtout à cause des problèmes de la technologie, mais surtout évidemment du pouvoir des social media, parce que dans le roman il y a beaucoup de secrets, beaucoup de mystères, un espace privé dans lequel finalement l'anarchie certes règne, mais c'est une anarchie assez personnelle, particulière. Alors qu'aujourd'hui, si ça se passait dans un immeuble, dans une tour, immédiatement on retrouverait sur Twitter, sur Instagram, avec, vous savez, le hashtag LOL, mangeant du chien, par exemple. Donc c'était pas l'idée. Et puis aussi, dans cette adaptation de Ballad, je ne voulais pas justement
détruire les choses précieuses qui sont dans ce livre et les choses qui m'y intéressaient. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi est-ce que souvent eh bien, des films historiques ou des films de science-fiction eh bien, sont finalement sont aujourd'hui mis en avant? Eh bien, parce qu'on n'a pas forcément envie, nous, publics, finalement, de voir que l'on parle du présent, qui peut parfois sembler plus fade, plus terne, et on a plutôt envie de dénoncer à travers la science-fiction ou à travers justement un âge différent, de dénoncer ce qui se passe, mais aussi ça nous laisse un espace de temps pour pouvoir nous-mêmes penser, juger et peut-être réfléchir à toutes ces questions dans une autre perspective, et c'est ça qui est intéressant. Question, ou alors je reprends. For instance, let's go to your main character, played by Tom Hiddleston. I mean, I understand that during the writing process, he was, so to speak, not too far from you. Was he really the first one on the list? Voilà, parce que Tom Hiddleston, bien sûr, qui joue le personnage de Lang, eh bien, je me demandais évidemment si c'était son premier choix, mais j'ai cru comprendre que pendant le processus d'écriture, Tom, d'une certaine façon, n'était jamais très loin. Yeah. Yeah? Come on. What Amy's tended to do in the past with stuff is write for actors. So we kind of had Hiddleston in mind for the character, and he felt to us, out of that generation of actors, that he was the... sorry, I thought I had a stroke there. That was weird. That he felt like he was right for the totally right for the part, in terms of his kind of his intelligence and his kind of and his reservedness and his kind of like slightly donnish air, but also slightly detached. And we really liked all that stuff. And so Amy was thinking about him when she wrote the Lang part. And I know it sounds like PR nonsense, but it was, he was our first choice and someone we wanted to work with. I wanted to work with him since seeing him in the Avengers, to be honest. In the Avengers? Yeah, and then seeing him in the Joanna Hogg dramas as well. Yeah. And I believe you also had his head cut off somewhere. I mean, a picture of him somewhere. Yeah, we didn't cut his head off. No, I know that. No, we had his head on a piece of paper in our kitchen, which sounds kind of creepy. But Tom's not here, so he doesn't get to hear it. Alors voilà, c'est vrai que Amy en général écrit en pensant à des acteurs, et c'est vrai que Tom Hiddleston fait partie de cette génération d'acteurs qui est absolument un peu unique aujourd'hui. D'abord parce qu'il a c'est un mélange d'intelligence, mais aussi de réserve. Il y a un côté détaché, réservé, et en même temps très sûr de lui. Donc ce mélange était très intéressant pour nous. Donc Amy a effectivement écrit le scénario en pensant à lui. Et c'est pour ça que j'avais lu ça, et je voulais que Ben nous le dise. C'est vrai que pendant qu'elle écrivait, ils avaient découpé une photo de Tom, et ils l'avaient mis dans la cuisine. Ce qui était un petit peu, d'ailleurs, vient de dire Ben, un peu creepy, un peu, ça faisait un peu peur. Voilà. Question? Non? Bon, là on continue. Well, what makes, in that case, I mean, Tom, why was he, as well as, by the way, Luke Evans, who plays Wilder, why did you cast them? What did you find so, in a way, Ballardian about them? I mean, with Luke Evans, it was more of a thing of that I'd met him after seeing him in a crime TV drama called, that was about the Great Train Robbery in UK, and I could see that there was a fire in him. He was, as much as Luke as a person is a really lovely guy, there's a furiousness about him which I thought would translate really well for Wilder. And I think I've answered the other one about Oui, it. alors voilà, c'est vrai que pour Evans Luke Evans qui plaît Wilder, eh bien, il l'avait repéré en fait à la télévision sur un drame sur la grande... il y avait The Great Train Robbery à Londres, enfin une attaque du train qui avait fait vraiment les news à l'époque, et il avait vu dans ce film qu'il y avait en lui vraiment un feu, une sorte de fureur intérieure qu'il voyait très bien justement pour le personnage de Wilder. Et puis évidemment pour Tom, nous avons répondu. You talk about a sense also of mystery, and there is a sense of mystery all about the film, about the characters. And I was wondering, I mean, actually at the end of the, not at the end, but there's a scene between Tom and Wilder where he hands him a note saying that might help.
obviously Amy knew what the note was about, but did she ever tell you? Il y a un moment, vous voyez, à un moment, Tom donne un papier, une note qu'il a écrite à Wilder. Évidemment, on ne sait pas, nous, spectateurs, ce qu'il y a dessus. Je voulais savoir si Amy lui avait dit ce qu'il y avait sur cette note, si ça pouvait éclairer un peu notre vision de ce film. Yeah, I mean, we knew what it said, but I mean, what Amy thought was that the film should always hold secrets back from the audience, so that there is a gap, and that, you know, the whole thing is about the management of information, and most cinema really is about laying out information so far ahead of the curve that you know what the film is what's going to happen in the end of the film when the film starts, you know. And then by the time your feet hit the carpet, as you leave the cinema, you've forgotten what you've just seen. There was a thought there that to have secrets within the film, that the film wouldn't, you know, is coy and won't reveal itself to the audience, was interesting. And that you can work it out, you know, it's kind of obvious what the note says because of his actions immediately afterwards, but to withhold that is, you know, that says that the film is secretive in itself, you know. Alors c'est vrai que nous savons évidemment, Amy et moi, nous savions évidemment ce qu'il écrivait, mais on voulait de façon volontaire garder quelques secrets pour le public. Parce que finalement, qu'est-ce que le cinéma, sinon, en tout cas ce film certainement, sinon une façon de gérer l'information et surtout de ne pas complètement divulguer tous les secrets. Souvent au cinéma, on a trop d'informations, on sait d'avance ce qui va se passer dans le film, et quand on quitte une salle de cinéma, souvent on ne se souvient même plus de ce qu'on a vu. Donc c'est vrai qu'il y a un jeu dans le film de secrets qui sont révélés peu à peu, au contraire de secrets qui sont volontairement cachés. Alors la note, je crois qu'on comprend très bien, puisqu'on voit après ce que fait Wilder après avoir lu la note que lui tend Lang, mais on ne veut pas le dire, on veut qu'il y ait justement cette notion de mystère qui vraiment soit là, partout perceptible dans le film. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a énormément d'idées, de choses sur lesquelles on peut réfléchir dans ce film. Je voudrais savoir ce que le réalisateur lui-même, personnellement, retiendrait, enfin, s'il avait une idée à choisir parmi toutes celles qui sont présentées, et à titre personnel, laquelle il choisirait? L'anarchie. All right. Well, there are lots of ideas and themes developed across High Rise. Of all of them, what would you personally feel is the most important to you? I mean, there's the anarchy and many other themes. Which one would you pick up as the most crucial, important key theme to you as a director personally? Unhelpfully, as a person who does Q&As, I tend not to give answers to the meaning of the film. And I know it's irritating, I'm sorry. But I find that kind of idea that you get it in galleries where you have paintings with the explanations next to them, and you spend more time in the end reading the explanation and not looking at the painting. So as soon as I start talking about the meanings of it, I'll start shutting down kind of inquiry, because it will be like an official thing of like, this is what I think it is, and then you might also find that answer is not satisfactory, and then you'll argue with me about that. But then that's not what the film is, you know, that's just me sitting here talking, you know, and the film itself is a 2-year long statement, but me sitting here chatting is just one guy just chatting off the top of his head, sitting on the chair. So, which is, you know, I wouldn't have bothered making the thing if I was going to just come and tell you it. Not to be rude, obviously, but it's, you could potentially end up like a politician, you know, going around with your thought and just spouting it out to people. So, yeah, sorry. All right. Alors voilà, évidemment, il y a beaucoup d'idées thématiques dans ce film, et voilà, je n'ai pas envie, dans les Q&A ou en parlant de mon film, de donner des réponses trop spécifiques quant au sens de mon film. Parce que justement, ce film, comme ceux que j'aime, sont des invitations à la réflexion, au voyage. Et dès que, c'est comme lorsque vous allez dans un musée ou une galerie, vous avez des tableaux, puis vous avez l'explication du tableau,
aussitôt tout le sens artistique est perdu. Et pour moi, de donner trop de sens à ce que je fais, eh bien, cela bloque le questionnement du public. En tout cas, j'espère que le public se questionne, se pose des questions en voyant ces films. Donc, je ne voudrais pas donner de réponse qui finalement ne soit peut-être pas très satisfaisante, parce que finalement, un film, c'est 2 ans d'une sorte de réponse visuelle à des questionnements que j'ai. Mais je ne voudrais pas être comme certains politiciens, vous parler pendant des heures pour vous raconter des choses. C'est à vous aussi de les découvrir. Donc désolé, ce n'est pas pour ne pas vouloir vous répondre de façon grossière, c'est simplement parce que je voudrais vous laisser le plaisir du questionnement. Question. Vous en avez d'autres? Sinon on continue. Merci. Bonsoir. Moi j'avais 2 questions. Donc une première, c'est aussi un film sur l'architecture et sur l'idéologie qui a pu porter en fait la construction des grands ensembles en Europe à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose que autour duquel votre épouse du coup a fait des recherches pendant l'écriture, ou c'est pas du tout, la portée politique de la chose vous intéressait pas vraiment? Et deuxième question, c'est sur le choix de la musique, donc un spectre assez large qui va du classique au pas du tout classique. Et donc comment est-ce que vous avez choisi ces morceaux et pourquoi? A two-part question again. The first part is about architecture as being, at the time anyway, almost an ideological and political statement. I mean, did Amy or did you do research on the type of architecture and in social and political ideological implications at the time? I think that the bottom line with Ballard's work is that it's about extreme metaphors rather than a kind of critique on post-war building. And so that our research into architecture wasn't massively deep in that respect. You know, it was more, we were thinking along the lines of the building as representing, you know, on different levels, like representing a human being or representing a country or a continent or a planet, you know. So it's not, you know, there's not a massive deep reading to be found about architecture particularly. And I don't, you know, it's not as if any of this stuff has actually happened. It's not a documentary, and it didn't, you know, and there wasn't like class war in many tower blocks, so that side of it wasn't, you know, didn't actually happen. And what was the other one? And the other one was about music, but let me first go into that. I mean, là, je vais vous citer Ballard, en fait, parce que c'était quelqu'un, évidemment, qui était un maître de la métaphore, mais il n'était pas du tout dans, disons, l'architecture en tant que symbole, etc. En tout cas, pas en tant que dans ce film et pas dans High Rise, mais évidemment que cette tour est un symbole à plusieurs niveaux, mais on n'a pas voulu dire est-ce que c'est le symbole d'un être, est-ce que c'est le symbole d'un pays, d'un continent, d'une planète. Il n'y a pas vraiment, je ne voulais pas en tout cas mettre ici un sens absolument important sur l'architecture, parce qu'en fait, d'abord, rien de ce qui n'est dit dans cette même ne s'est réellement passé par rapport à l'époque. Il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu à cette époque-là des sortes de guerres sociales à l'intérieur de ces structures. Donc c'est vraiment plutôt disons, c'est un design. But you did work on the design with the brutalist architecture, though. Mais en même temps, c'est effectivement l'architecture brutaliste de l'époque. Yeah, sure, but not in the amount of detail that question was assuming. Yeah, voilà. Yeah, donc il n'y avait pas autant. That was a far more intelligent question to me than how I thought about the architecture. So, voilà, c'est-à-dire que votre question était en quelque sorte bien trop intellectuelle par rapport à la signification réelle de cette tour. You know, in true director style, I should have just gone along with that question and agreed and said yes. Yes, you should have that. You should have. It was such a nicely phrased question. Mais oui, voilà, oui, c'est vrai que j'aurais dû, par rapport à une aussi belle et intelligente question, avoir une réponse aussi belle et intelligente, mais je suis juste honnête. Alors, the music, of course, I mean, there's a wide range from classic to punk, etc. Could you tell us about the music of your film? Yeah, I mean, there was two major moments for me on the making of High Rise in terms of the music. One was, and both of them were kind of caused by Twitter, and it's a thing of the modern times that you can actually get in touch with musicians, and certainly very famous ones, much easier
You know, I mean, I think 10 years ago, if I tried to get in contact with Clint Mansell or in contact with Portishead, I wouldn't have even known how to, where even to start. I might have written to their agents or something, and I probably would have just met a brick wall. But what I found was online that both Jeff Barrow, who's a member of Portishead, and Clint Mansell followed me on Twitter. So I was like, oh, interesting. And obviously that allows you to email people or DM them, direct message them. So I'd read that both Mansell and Barrow enjoyed the films I've made, so it made it very easy to make contact with them. Alors voilà, d'abord, au premier temps, j'ai eu deux grands moments, c'est vrai, de musique avec ce film, et toutes les deux grâce à Twitter. En fait, j'ai compris qu'aujourd'hui, une des façons les plus simples d'entrer en contact avec d'immenses musiciens, c'était à travers les réseaux sociaux, en particulier Twitter. Par exemple, il y a 10 ans, je n'aurais absolument pas su comment entrer en contact avec Clint Mansell ou bien Jeff Barrow de Portishead, parce que je n'aurais pas la moindre idée, je me serais peut-être passé par leur agent, ou en tout cas, bref, aujourd'hui c'est extraordinaire, parce que j'ai vu qu'ils me suivaient tous les deux sur Twitter, je me suis dit, intéressant, donc je vais les contacter, et on verra bien. Et c'est comme ça, et j'avais lu évidemment sur Twitter, puisqu'ils me suivaient, que Clint et Jeff aimaient mes films, donc ça a évidemment rendu l'approche beaucoup plus facile lorsque je les ai contactés. But how did it go? I mean, how did it happen? Yeah, and then basically there was that Amy had written into the script that there was 2 uses of SOS by ABBA, and that had come from when we made Sightseers, which is a film we made a few years ago, and in that movie we'd used opposing cover versions or originals and cover versions to give different perspectives on it. You hear the same song, but then in Sightseers it was from a male point of view and from a female point of view. And in High Rise it was more about the 2 uses of SOS for us were this idea that within cinema itself there's a lot of it's about constructing fake memories for the audience. So you're watching it, and when you hear the music for the first time it makes an impression, but hopefully when you hear it again you remember hearing it the first time and that experience of that moment in the movie, and it means that from that point on you're remembering hearing it and experiencing it twice. So it gives that kind of illusion that it's a real memory that you had, like an implant, like Blade Runner. So it kind of, and that was the thinking behind it. And so we wanted to present it. The first time is as a classical music version of ABBA's SOS, and the second time is as Portishead's version, which was much more emotional and had stripped the song. It would just gone back to the lyrics, and it had taken away the jolly kind of upbeat poppiness of ABBA, and it had sunk down into the kind of more emotional, bruising, almost adult feeling of Portishead. Okay. No, it's okay. En fait, lorsque Amy a écrit dans le scénario, elle a placé 2 passages avec évidemment SOS de ABBA. C'est un petit peu ce qu'on avait fait dans un film qui s'appelait Sightseers, Touriste en français, où justement on avait utilisé également cet effet miroir entre des versions originales et des covers. Et dans Touriste, par exemple, on avait ainsi 2 perspectives, la perspective de l'homme et la perspective de la femme. Ici, dans High Rise, on a réutilisé ce même principe de la mémoire, en quelque sorte, parce qu'on a joué sur 2 temps. On entend SOS 2 fois, une fois d'une manière assez classique, et on l'expérimente d'une certaine façon, puisque c'est la première approche de ce son. Et puis la deuxième fois, on a la version de Portishead. Et c'est un petit peu comme implanter une mémoire chez le spectateur qui est en train de vivre ce moment. C'est un peu le moment de Blade Runner, vous savez, l'implant dans le crâne. Et bien là, cette fois-ci, la première écoute, on l'entend une première fois, classique. Et la deuxième écoute par Portishead, on fait beaucoup plus attention aux paroles. On est beaucoup plus dans le sentiment, dans le feeling, dans des choses justement de rétrospective. Et on a l'impression, fausse évidemment, mais créée grâce à l'illusion du cinéma, qu'on a une mémoire réelle d'écoute grâce à ce double effet de SOS de ABBA. Autre question? Oui? On va donner le micro.
Bonsoir. Pour ma part, puisqu'on ne peut pas encore en savoir plus sur le mystère High Rise, j'aimerais revenir sur un mystère qui me hante depuis des années maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à Kiev pour reparler de Kill List? Ah. Well, as we can't talk too much about the mystery of High Rise, there's another mystery he'd like to probe into. It's like in Kill List. What happened in Kiev? What happened in Kiev stays in Kiev. J'en étais sûre. I was sure you'd say that. Ce qui s'est passé à Kiev reste à Kiev. Really? Yeah. I've not talked about it since we've made it, so I'm not going to crack now. Alors voilà, donc il va pas craquer maintenant. Il a rien dit depuis la sortie du film. Il ne craquera pas aujourd'hui pour vous, désolé. Apparently, we talked about it and workshopped it with the actors, and it wasn't anything that big, and it was basically they got drunk in a club and one of them did karaoke. Alright. Donc apparemment, en ayant parlé après avec les acteurs d'un workshop, en fait c'était pas grand chose. Ils sont saoulés dans un club et puis ils ont fait des karaokés. If you believe this, you'll believe anything. Alright. Autre question? Peut-être au-delà d'une question, je pense qu'il serait intéressant pour Ben, c'est peut-être aussi d'avoir certaines de vos réactions, vos interprétations du film. Ben aura rarement l'occasion de voir des gens qui ne savaient pas ce qu'ils allaient voir. Et donc ce serait intéressant si certains d'entre vous pouvaient donner vos premières réactions à chaud. Alors voilà. It's suggesting, as it's very rare actually, that people go into a cinema without a clue about what they're going to see. So he's wanting to maybe catch a few reactions, live reactions from what you saw. So who's going to be brave enough? Allez, qui va... Parce que quand même, vous avez eu forcément des réactions à un film pareil. Non mais Who the hell would do that with the director sitting here? Who fucking hated it and don't want to say anything? Oui, il dit mais ils vont pas oser dire ceux qui ont détesté, ils vont pas oser dire avec moi ici présente que voilà ils ont détesté. Mais c'est vrai que c'est quand même un film. Vous avouerez qu'on ne voit pas souvent des films comme cela, right? Oh, come on. By the way, est-ce que vous saviez d'ailleurs que Ballard a écrit High Rise grâce à ou à cause de touristes français? You know this anecdote as well in French audience that Ballard got the idea from. Well, kind of. Kind of. He didn't get the whole idea for High Rise from people flicking cigarettes off a balcony. True, but still. I think a lot of it was to do with, being interned by the Japanese in Hong Kong. I don't think it was everything to do with that. I think it was a lot of different things came into the writing of High Rise. Okay, because he said it was, voilà. I'm quoting him. Before starting High Rise, I was staying one summer. This is like being in court. Yeah, there was that, but there was a lot of other stuff as well. En fait, voilà, Ballard a écrit quand on l'a interrogé sur High Rise, il venait de sortir. Il disait, en fait, ce sont des touristes français qui étaient justement dans un de ces tours hôtels Costa Brava, donc en Espagne, qui a vu des touristes français se plaindre parce qu'ils étaient au rez-de-chaussée. Et il y avait des invités de l'hôtel qui étaient dans les chambres plus hautes. Ils n'arrêtaient pas de balancer leurs cigarettes, leurs mégots de cigarettes. Ça avait rendu les Français dingues. Ils avaient filmé comme ça, ils avaient filmé les autres touristes. Et il y avait mis les photos pour bien montrer qui étaient les coupables. Et ça avait donné, en tout cas, Ballard a dit que ça avait été le germe d'une idée. Voilà. By the way, I mean, you've been obviously very influenced by films from the 70s and 60s. Of course, you worked with Jeremy Thomas, who is the producer of this type of films at the time, the producer of, obviously, Cronenberg's Crash, another Ballads movie. But what are, in general, your influences when you film? Conscious or unconscious that you discover later, and in High Rise? Voilà, les influences, parce que Ben Wheatley est un des grands cinéastes cultes anglais aujourd'hui, et il a des références très précises. It's a difficult question to answer. I mean, I think that you end up retrospectively justifying stuff and looking at the film and seeing influences in it. But when you make it, when I make the movies and all the films I've made, it's normally, it just feels like the struggle of making the film, and trying to make sense of the script and the actors in the space, and then the rhythm of what you need for coverage for editing. And then only afterwards, when you watch it back, you feel that there's other influences have crept in.
I'm not a kind of postmodern filmmaker, and I'm not someone that goes out of their way to reference things. And I like to think that they're less references, more kind of cultural echoes of other work. But it's not as upfront as going, oh, I love that scene from that film, and then trying to recreate it. But I think, to answer your question, I think there's certainly, for me, there's a feeling of the work of Ken Russell and the work of Nick Roeg and John Borman and some of the English Kubrick work as well. So, but it's not intentional, you know. It just comes out from, you know. I've watched a lot of movies, I think. Alors c'est vrai que je n'aime pas en fait l'idée de parler vraiment d'influence. Je ne veux pas justifier en quelque sorte la façon de filmer par des influences, même si évidemment il y en a, mais lorsque je tourne, en fait ce qui me préoccupe essentiellement, c'est un combat très différent, c'est comment gérer l'espace, les acteurs, le scénario, tout cela, et puis surtout aussi de trouver un rythme au film par rapport au montage, évidemment, auquel je pense constamment. Donc après, bien sûr, en revoyant le film fait, je me dis, bah, tiens, là, il y a peut-être eu telle influence ou telle autre, mais je n'aime pas l'idée de référencer des films. Mais c'est vrai qu'en regardant High Rise, c'est vrai qu'il y a des influences ou des échos, en tout cas, de Ken Russell, Nick Roeg, John Borman, bien sûr, et puis aussi Kubrick, mais dans sa période de films anglais, bien sûr. Question. Oui, question ici. Merci. Bonjour, et déjà merci. Bon, voilà, c'était pour essayer d'être la courageuse de la salle et donner mon impression. J'ai pris le temps d'y réfléchir un petit peu. Donc déjà, j'ai trouvé que c'était un film qui n'était pas gentil. Et justement, c'est plutôt une bonne chose parce que quand on ne prend pas soin du spectateur, peut-être qu'à la fin, il en retire plus de choses. Que voilà, dans les plans, dans la manière dont ils étaient rythmés, il y avait des choses absolument inattendues et violentes. Et ça, c'est ce que j'ai bien aimé. Après, c'est un petit peu mon univers, science-fiction, dystopie, etc. Ensuite, j'ai une petite question un peu plus précise, c'est quel est le tableau dans le living room des gens en haut et pourquoi? Et aussi, j'ai l'impression que vous avez aimé travailler avec des symboles. Après, je me trompe peut-être, mais je ne sais pas si au niveau des animaux, beaucoup présents dans le film, il y a quelque chose à dire là-dessus. Et ensuite, une dernière chose, ce que j'ai apprécié aussi, c'était le mélange des différents temps, à la fois dans les années 70, mais aussi à un moment on aperçoit la Renaissance. Il y a aussi beaucoup de notre époque, parce que je pense qu'on peut dire qu'il y a énormément d'angoisses qui transparaissent dans ce film, qui sont les nôtres aujourd'hui. Et également le futur, ce à quoi il pourrait ressembler. Donc voilà, c'est un petit peu un globi-boulga de mes impressions, mais voilà, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de ça, bon courage. Non mais, this lady, she's the brave one who dares tell you what she thought of the movie. Well, first, so that you were not especially kind to this world and your audience, you know, which you love, because that way the audience feels a bit like questioned and then has to think about, because it's not like a nice piece of film. And that's very positive. She also wanted to know what was the painting in the paint house. Painting in the paint. Ouais, vous parlez dans la penthouse, n'est-ce pas? Oh, the penthouse. Yeah. I said the paint house. Yeah, it's one of the black paintings of it's what's it called, oh fuck, what is it called? It's the Meeting of the Witch. Oh, Meeting of the Witch. Yeah. Rencontre des sorcières. But do you know by whom? Aha. I don't off the top of my head, no. I Okay. can't remember, which is terrible, isn't it? Shocking. I'm sorry. Shocking. Oh, I'm a fraud. No, you're not. No, you're not. Alors, et au niveau des... And the other question about... I can remember it. No, it's gone. No, it's coming. No, it's gone. Okay, well, we have all night. No, just kidding. Okay, about the symbols. Well, the animals. I mean, obviously, there are quite a few animals, and they're not having a lucky fate, I must say. Is there any symbolism with the animals you chose? Well, they're from the book, Yeah. mainly. I mean, the horse, I don't think the horse What's is... the horse was in the book? I don't think the horse was, no. No, huh? But that was something Amy put in, but the dogs certainly were. Yeah, I mean, I think that's to do with it's a weird
line that we have with animals, that there's, and it's kind of the same as with bodies, with dead bodies, you know, with a body, there's a line between it being a human and being an object. And I think pets are the same thing, where they're like your friends and then they're your lunch. And it's quite a difficult kind of line to cross. And if you're prepared to eat your friends, then you're ready to engage in all kinds of anarchy. And I think that's what kind of what Burroughs was, what Ballard was looking at. That it was a kind of he was, you know, they were signifiers to the breaking down of the humanity within the Tower Block. Alors donc pour ce qui est de la symbolique évidemment des animaux, bon, les chiens étaient dans le roman de Goya. There you go. Sorry? Goya. Ah, Goya. Finally got there. Jesus. Ah oui, les sorcières de Goya. Wow, merci Ben. Oh my God, yeah. And it's weird because I've been thinking that someone was going to ask that question for ages, not to hear, but I've been doing loads of these Q&As. And I was thinking in the back of my head, I really should look that up because I'm going to look like a real tit if I don't know it. Alors voilà, Ben disait qu'en plus ce qui était drôle, c'est qu'il a fait pas mal évidemment de Q&A, à chaque fois il disait « Oh là là, vaut mieux que je me rappelle quel est ce tableau, parce que je suis sûre qu'un jour quelqu'un va me poser la question. » C'était vous, mademoiselle. Bravo. I know, I should have just looked it up and done some preparation, you know. Oh well, this is more fun like this. Yeah. Memory. Et donc, c'est ça, évidemment. Alors, le cheval, en revanche, a été mis dans le scénario par Amy. Et c'est surtout, en fait, finalement, cette question très particulière qui est posée par le film et par le roman. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu aussi... Il y a une espèce de parallélisme, en quelque sorte, la façon dont nous regardons à la fois les animaux, mais aussi les corps morts. C'est-à-dire qu'on se demande à quel moment, quelle est la ligne vraiment de partage entre le corps, l'humain, et le corps une fois mort qui est objectifié. Donc c'est l'humain contre l'objet. Et ici, de la même façon, il y a un petit peu cette parallèle un peu étrange. Comment peut-on effectivement passer de friend, d'amis, à quelqu'un que l'on peut bouffer, quoi. C'est-à-dire qu'on est à la... Est-ce qu'on peut bouffer nos amis? C'est vraiment cette question-là. Et donc, et si on est prêt à manger ses amis, à manger ses animaux, à manger ses amis, eh bien on est prêt en quelque sorte à tout. C'est vraiment la ligne vraiment qui montre ça. C'est l'anarchie totale. C'est évidemment ce que disait Burroughs, Ballard aussi. Et donc c'est une question qui traite évidemment de notre humanité. We had a pathologist who was making sure that when he does the thing where he's peeling the skin off the skull, to make sure that all that stuff was done properly. And the pathologist said to us that he had the real bodies that have had autopsies done on them look like bad special effects. And that was a moment, you know, that he had, that, you know, you look at them and they're people, and then the next minute you've cut their skin off and they don't look like real, they don't look real anymore. And that's a kind of a difficult thing with prosthetics and special effects, is that the reality of dead bodies and skin bodies is they don't look real anyway. So how do you even capture that without it looking fake? Oui, d'ailleurs, il y avait sur le tournage un pathologiste qui regardait, vous savez, les scènes, effectivement, comment ne pas y penser, ces scènes où on voit le crâne hein, qui est mis à nu. Et bien, c'était justement, il disait, c'est un petit peu, quand on voit ces images, il disait lui-même sur place, il disait, c'est étrange parce que même si c'est réel, eh bien, ce corps, finalement, est presque désincarné, ressemble presque à des effets spéciaux, tellement il n'a plus rien, finalement, de ce que nous appelons un corps humain. Et donc c'est toujours la fine ligne entre la réalité et puis finalement la fiction de l'effet spécial. Et puis vous parliez tout à l'heure du temps. And the third part of the question was, I mean, you have a three-part question. We have a very interesting notion of time. There's the 70s, of course, but at the same time there is Renaissance, there is our times, and the future of science fiction. And she simply said that she loved it, that you played so much with the time and the time barriers and different times overlapping each other. Oh, thank you for that. Voilà. More questions like that. All right. Question? Non? Alors... Be brave. All right. Well, I'd like to... I'm here. Yeah, be brave. Yes? Question? This is going to be really hard now. Let's go for it. Let's go for it. Vous finissez le film avec un extrait de discours de Margaret Thatcher en parlant de sorcières.
Donc ça marque quand même le temps. Qu'est-ce que vous voulez, sans expliquer vraiment, mais elle marque quoi, le début de ce qu'on voit là. Enfin, quelle est la signification pour vous d'avoir mis ce discours vraiment en conclusion? Well, we hear obviously Margaret Thatcher's voice on the radio. And by the end of the movie, I know you don't want to explain too much or give too much meaning. However, what does it mean to actually place Margaret Thatcher here? Does it mean that she was the beginning, or her politics were the beginning of what is happening now? Yeah. I think so. I mean, for me, it's like the ending of John Carpenter's The Thing. You know, something really bad is coming, and it's Thatcher. And it depends how old you are. You know, like for me, hearing Thatcher's voice is like chilling and horrible and scary. I don't like it. You know, she's everything bad for me. But also, it's this kind of concept that we're in a perpetual 70s and 80s, and that, you know, the 70s is a time that had that suffered from economic collapse and from worries about ecology. That they thought there was going to be a new ice age as opposed to the global warming, but it's the same thing. That they had there were lots of issues with terrorism, you know, and that you can draw direct comparisons to now. Though the terrorists were called different things, but and stood for different things, but the overall effect was the same, which is a kind of general unease caused by very small amounts of people and very large amounts of people. And I think that the start of that kind of everyone for themselves politics is you know, we're reaping what Thatcher sowed in that respect, and for me again it's like a movie that 1975 is a pivotal time in the UK's history and in Europe's history, and it's like the end of the post-war situation and the end of the optimism of the 60s and the beginning of the new harshness, which seems to have continued to this very day, and will be going into the foreseeable future, I think. Alors oui, je pense qu'effectivement, pour moi, c'est un petit peu comme la fin du film de John Carpenter, The Thing, la chose, il y a un truc vraiment moche qui arrive et c'est Thatcher, ici. Alors bien sûr, pour moi, ça dépend, évidemment, Thatcher est un nom qui évoque différentes choses selon l'âge et la génération dans laquelle on se situe. Pour moi, par rapport à ma génération, mon âge, rien que savoir, c'est quelque chose d'absolument horrible, de glaçant, de vraiment terrifiant. C'est tout ce qui est mauvais pour moi. Et puis aussi, il y a aussi un concept qui est vrai. On a l'impression qu'on a perpétué les années 70 et 80, parce que les années 70, c'était vraiment la crise économique, c'était au niveau écologique la peur d'un nouvel âge glaciaire, alors qu'aujourd'hui, évidemment, c'est au contraire le réchauffement climatique, mais différents noms pour différentes peurs, mais sont des peurs qui au fond sont les mêmes. Et puis évidemment aussi le début du terrorisme, même si ce n'est pas ce nom-là qu'on utilisait, des groupuscules, peu de gens qui terrorisaient un nombre infini de gens, toutes les graines, si vous voulez, étaient là. Et c'est vrai que, un peu comme dans les années 75, finalement, que ce soit dans l'histoire anglaise ou dans l'histoire européenne, c'était la fin de l'après-guerre, c'était la fin de l'optimisme des années 60, et c'était le début finalement d'une dureté économique et sociale qui évidemment perdure encore aujourd'hui. Dernière question? Oui? Bonsoir. Alors moi ce serait pas forcément pour poser une question, mais juste pour remercier un film avec une telle intelligence de cadrage. C'est vrai que les deux on est en école d'art et moi principalement en cinéma, et on est habitué à nous faire reconnaître un bon cadrage, et je peux dire que c'est quand même assez incroyable de voir déjà l'architecture embellir les gens, les dialogues qui ne deviennent jamais ennuyeux, parce qu'il y a toujours un élément dans le cadrage qui vient réveiller l'esprit et la conscience. Et je sais que vous n'aimez pas spécialement les références, mais avoir l'impression de voir un film écrit par Cronenberg, décoré par Wes Anderson et réalisé par Scorsese, Dolan et Dupieux en même temps, c'est quand même assez exceptionnel. Merci.
So Julie, thank you. I mean, thank you for the intelligence of the movie. Thank you for also framing it and filming it so beautifully. The architecture, the dialogues that never get dull, the awakening of consciousness, and a mix for the lady of Cronenberg, Wes Anderson, Scorsese. Scorsese, qui d'ailleurs a adoré Kill List. Je vous le dis, il a fait une vraie dédicace. Scorsese who said wonderful things about your movies, actually. I mean, I'm not going to argue No, with well, that because it's insanely flattering. So yeah, I mean, there's something I can say without looking like incredibly conceited, is it? non, So I won't speak. Alors c'est vrai Thank you, qu'il ne peut pas répondre à cette question en quelque sorte, où il aurait l'air d'être très prétentieux, mais c'est vrai que merci, ça évidemment ça le touche infiniment. You're working on what now? I just finished a new film which is called Free Fire, which is we've just finishing the sound mix on at the moment, so that should be in the cinemas by September, I think. All right. Alors voilà, un film qui sortira normalement en septembre, Free Fire. It's a thriller. It's a thriller. It's an American set crime thriller starring Brie Larson and Armie Hammer, Sharlto Copley, and Cillian Murphy, and executive produced by Martin Scorsese. Ah, d'accord. Alors voilà, donc prochain film, Free Fire avec Sharlto Copley, Brie Larson qui a eu l'Oscar hier de la meilleure actrice, Armie Hammer, Cillian Murphy, producteur exécutif Scorsese. Well, we'll end on a ballad quote. All right, ready? Ballad. Alors une citation de ballad. I'm never happier than when I can write about drained swimming pools and abandoned hotels. When are you happiest, Ben Wheatley? Alors Ballard disait, so it gives you time to think, Ballard disait, je ne suis jamais plus heureux que lorsque je peux écrire sur des piscines qui se vident et des hôtels qui se vident. Et je demandais à Ben Wheatley, lui, ce qui le rendait le plus heureux. When leaving a Q&A after not being beaten to death by the audience. Voilà, alors, Q&A sans avoir été tabassé par le public. They would never do that, Ben. Je voudrais un grand, grand applaudissement